Allez-y. Merci beaucoup, merci de m'accueillir ce soir. Je dois remercier Catherine de Kervanoët de sa confiance et en effet du travail en commun depuis maintenant de longues années. Et c'est grâce à elle que je vais être soumise à la question ce soir. Donc voilà, donc je me présente quand même parce que certains d'entre vous ne me connaissent peut-être pas. Donc je suis le docteur Catherine Boiteux, je suis médecin psychiatre au centre hospitalier Sainte-Anne. Je m'occupe pour une part d'une activité clinique dans un centre médico-psychologique, donc c'est à particulier parce que je suis un psychiatre de l'extra-hospitalier, comme on dit. Donc je suis très impliquée depuis longtemps, en effet, sur le territoire du 15e arrondissement et tout ce que ça peut mobiliser en termes de citoyenneté pour tout ce qui concerne la santé mentale, d'une part, et puis l'autre part de mon activité, après avoir fait 10 ans de qualité-gestion des risques en psychiatrie, mais aussi en neurosciences, parce qu'à Sainte-Anne, on a de la neurologie et de la neuroscience, je me retrouve à gérer un petit peu la stratégie de la politique de santé psychiatrique sur l'ensemble du territoire parisien avec les autres hôpitaux parisiens. À Sainte-Anne, par ailleurs, je suis la secrétaire générale de la plateforme éthique et je suis la désignée des médecins pour s'occuper des questions des usagers. Alors, je ne suis pas le médecin médiateur, mais je m'occupe de tout ce qui a trait aux questions des usagers. Donc je siège à la commission des usagers, où je représente la communauté médicale, mais je suis aussi très en lien avec la maison des usagers, les bénévoles, un groupe de travail qui est partenarial entre les professionnels de santé et les bénévoles de la maison des usagers. Donc voilà, j'ai toute cette intrication au quotidien entre la sphère professionnelle et puis le citoyen et les patients. J'ai un peu du mal à dire usagers parce que pour moi quand même ça reste des patients. Voilà, donc merci beaucoup de m'accueillir ce soir et je vais vous parler du déni de la maladie, mais je fais attention parce qu'il ne faut pas que ça souffle trop pour l'enregistrement. Donc vous êtes nombreux, donc du coup je m'étais dit que je commencerais en vous interrogeant sur ce que vous entendiez par déni. Et même si vous êtes nombreux, j'ai envie quand même que peut-être certains d'entre vous, avant que je commence, me disent ce qu'ils entendent par déni pour qu'on puisse commencer à travailler tout de suite. Ben voilà, madame, allez-y. Rapidement, parce qu'autrement... On va dire pour le patient ou le malade, c'est ne pas reconnaître qu'il est malade lui-même, parce qu'en fait, c'est la maladie du cerveau et qu'il doit être pensé avec le cerveau. Alors, je pense que c'est difficile, malheureusement pour un patient, de reconnaître que son cerveau n'est pas bien, alors qu'il ne fonctionne pas bien. Pourquoi ? Donc, c'est ce que vous représentez du déni. Exactement. Et par rapport à ce que vous en représentez, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ce soir, par exemple ? Écoutez, moi j'ai malheureusement mon fils qui a des problèmes, qui a déjà été hospitalisé, et donc je suis adhérente de l'UNACOM décemment. Je suis déjà à l'écoute, et puis peut-être chercher à l'écoute et à voir comment agir avec lui, parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à une situation très difficile. Et voilà. Donc voir comment faire. Plus loin parce que... Merci beaucoup. Voilà, Monsieur au-dessus, brièvement, donc ce que représente le déni, est-ce que vous venez ce soir chercher? Bonsoir. Une enquête qui a été faite l'an dernier, dans laquelle il est précisé que plus de 50% des malades ne percevent pas leur trouble. C'est pas la même chose. Non, tout à fait. Bon, peu importe, moi, c'est pas l'expression qui me soit. Et en général, ce que je vois depuis les quelques années de retraité que j'ai, c'est que beaucoup de psychiatres oublient de mentionner les troubles de la personnalité, qu'il s'agit des paranoïaques, qu'il s'agisse des troubles de la personnalité étalimique, j'en passe et des meilleurs puisque je n'ai pas pris mon texte. Donc ça, je ne comprends pas pourquoi. Très bien. Si souvent, ces groupes de malades, qui ne sont pas trop dangereux, mais qui ennuient tout le monde, en dehors des journalistes. Merci. Donc, de toute façon, ce soir, je vais aborder le déni, en effet, pour l'ensemble de la psychiatrie et pas uniquement pour certaines pathologies. J'avais quelque chose à ajouter sur le déni. Ma perception par rapport à mon expérience, c'est pas seulement un refus de reconnaître son malaise, mais c'est un refus de rentrer dans les soins. C'est-à-dire c'est un refus
de considérer que le soin peut apporter une solution et c'est un refus de rentrer dans le soin en pensant qu'il pourra s'en sortir tout seul de toute façon. Voilà. Voilà, c'est un peu ça que je voulais ajouter à ce que j'ai entendu. Voilà. Très bien, merci. Allez, j'en prends... Je prends les deux dames là et le monsieur et après on s'arrête. Donc la dame en rose, la dame au bandeau et le monsieur. Et après c'est moi qui parle. La personne d'ailleurs a un petit peu dit ce que je voulais dire, c'est-à-dire déni de la maladie, quid des troubles, puisque dans le vocabulaire, maladie ou trouble, c'est pas forcément la même chose. Moi j'ai une question qui est, il me semble que le déni renvoie quand même, la question du déni renvoie à celle du diagnostic. Moi personnellement, je suis confrontée à l'absence du diagnostic. Quand il n'y a pas de diagnostic, est-ce qu'on peut parler de Très bien. Voilà. J'ai bien entendu votre question, c'est parfait, je suis dans les clous. Alors, ma fille est malade depuis 25 ans, elle est suivie depuis 25 ans. Elle est dans le déni et je suis dans le déni. Parce qu'en face d'elle, quand elle est bien, je me dis mais non, elle n'est pas malade. Et, Voilà. Et tout à coup, elle explose. Tout à fait. Voilà. Parce que le déni, on le partage tous quand même. Merci. Monsieur? Moi, je suis venu chercher ici, j'ai un fils qui est schizophrène depuis 12 ans. Sa maman l'était aussi, et le soir, son grand-père aussi. Bon, enfin, c'est très difficile, comme vous le savez, pour chacun de vous, j'imagine. La question que je voudrais vous poser, peut-être qu'elle est prématurée, ce serait plutôt après, c'est comment parler du déni avec mon fils, et au-delà du déni, comment parler de la maladie de façon... Pardon ? Comment parler du déni et comment parler de la maladie avec son proche malade. Parce que ça finit par être un non-dit qui est... difficile et lourd. Qui prend de la place et qui, à mon avis, est tout à fait inutile. Voilà. Merci à vous. On s'arrête là, si vous me permettez. Après, on rediscutera. Je pense que je vais essayer de ne pas être trop longue. Mais voilà, vous m'avez donné des billes. Et puis, a priori, je ne me suis pas trop égarée en préparant l'intervention de ce soir. Donc, je vous en remercie. Donc, a priori, le médecin psychiatre que je suis et quand même partage, en tout cas, imagine bien les questions que vous pouvez vous poser et ce que c'est que le quotidien aussi, hein, d'avoir un proche malade. Alors, j'ai commencé par... J'ai commencé, pendant que la technique reprend la main, je vais peut-être passer par les flèches. Non, du coup, c'est avant. Avant, c'est le... Bon, quoi ça? Alors, moi, j'ai quand même été rechercher la définition et l'arrivée du... Il faut mettre sur précédent. Encore. Voilà. Non, précédent. Voilà. Moi, j'ai été regarder un petit peu d'où venait ce terme de déni, parce qu'en fait, quand la loi de 2011 est arrivée et que des juges ont commencé à regarder nos certificats médicaux, notamment d'hospitalisation sous contrainte, pour eux, le déni, c'était pas du tout quelque chose qui les inquiétait, c'était quelque chose de banal et c'était pas inquiétant d'un point de vue clinique, c'est-à-dire que ça ne faisait pas le caractère, enfin, ça ne les pressait pas comme nous, ça nous presse parfois à mettre des soins en place. Et donc, en retrouvant les termes et l'origine de ce mot qui est déni, on comprend mieux pourquoi les juges n'étaient pas du tout horrifiés par le déni que nous mettions dans nos certificats. Alors, c'est un terme qui apparaît au XIIIe siècle et qui veut dire refuser quelque chose à quelqu'un. Ce qui est intéressant dans la genèse de ce trouble, c'est qu'en fait, c'est pas se refuser de comprendre quelque chose de soi-même, c'est de refuser quelque chose à quelqu'un. Et c'est quelque chose qui va très vite basculer du côté du droit, hein, et notamment pour finir maintenant, le déni est vraiment quelque chose de très inscrit d'un point de vue juridique, hein, puisque c'est le refus par une juridiction de juger une affaire. Hein, et ça, c'est vraiment une inscription. Avant tout, le déni, c'est un fait qui s'inscrit dans la justice. Et il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'interaction entre quelqu'un qui refuse quelque chose à quelqu'un d'autre, notamment une juridiction qui refuse de statuer, de juger. Ce qui n'est pas du tout l'idée du déni en psychiatrie et en médecine. J'ose plus appuyer sur la flèche là. Allez, suivante.
Voilà, alors, sur la psychiatrie, en psychiatrie plus exactement, le déni va prendre ses racines dans la psychanalyse. Et ce qu'on évoquait à l'instant quand on débattait, c'est qu'en fait le déni, c'est le refus de reconnaître ce que les sens montrent, ce que l'on perçoit. Et ce déni, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de défense. C'est-à-dire qu'on va le mobiliser quand il y a une menace sur son intégrité psychique et physique, avec une angoisse générée sur de cette menace, qui va, parce que là, il y a un risque de blessure, on va dire. Et donc, plutôt que de faire face, on va dire non, ça n'existe pas. C'est la chose très facile, enfin, c'est la chose qu'on peut tous se représenter, parce que ça nous arrive à tous. Le déni, en fait, c'est pas le fait du patient qui souffre de schizophrénie, c'est pas le fait d'un trouble de la personnalité, c'est le fait de tout le monde. Quand il y a un risque, on essaie de faire comme s'il n'existait pas. Le déni principal, c'est le déni de mort. Nous savons tous que nous sommes des êtres vivants condamnés à mourir. On passe notre temps à faire comme si ça n'allait jamais arriver. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui nous permet de vivre. Autrement, on serait tétanisé à se dire tout le temps, mais qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va m'arriver. Donc vous voyez, c'est important le mécanisme du déni, parce que c'est aussi un facteur qui va nous permettre de mobiliser des choses qui vont avancer. Ça, c'est d'un point de vue psychodynamique. Et je pense qu'il faut l'avoir en tête, parce que les patients qui ont des maladies chroniques psychiatriques, ça peut aussi parfois se transformer en un moteur. En tout cas, on peut essayer avec eux de faire que ça puisse être un moteur. Donc c'est un mécanisme de la vie psychique qui est très commun et qu'on retrouve aussi, malheureusement, on a tous été très traumatisés, par exemple l'année dernière, par les événements. Toutes les victimes de traumatisme, alors là, dans le réel, notamment des attentats, il y a des dénis et avec même des amnésies partielles de certains éléments traumatiques. Donc ça, c'est à l'extrême, mais je pense que ça illustre bien ce que ça peut être que le déni. En médecine, il existe aussi un autre terme qui s'appelle l'anosognosie, qui n'est pas tout à fait le déni, qui est un trouble qui peut être assez courant et qui, contrairement au déni, n'est pas un mécanisme de défense du psychisme, mais qui est vraiment un symptôme d'une maladie. Et l'anosognosie, ça veut dire ne pas du tout avoir conscience de sa maladie. Alors ça existe en psychiatrie. Généralement, l'anosognosie, ça par contre, c'est un point qu'on a dans les épisodes aigus. Par exemple, lors d'un épisode aigu de schizophrénie avec vraiment une désorganisation de la pensée, c'est pas que le patient nie qu'il est malade ou ne veut pas voir qu'il est malade, c'est que son système de pensée n'est plus en capacité de prendre conscience de ce qui lui arrive. Donc ça, c'est vraiment dans l'épisode aigu, mais ça existe aussi en neurologie et dans d'autres spécialités médicales. En neurologie, c'est assez facile à comprendre. Il y a des personnes qui ont des accidents vasculaires cérébraux qui vont léser certaines zones du cerveau et la personne ne va pas prendre conscience que quand elle parle, elle a une aphasie. Donc on ne la comprend pas. Elle continue à parler avec un jargon que personne ne comprend, comme si elle était compréhensible et comme si ce qu'elle disait était pour elle intelligible, mais pour l'autre non. Ou alors dans certaines démences, moi j'ai vu un monsieur aux urgences qu'on me demandait de voir parce qu'il était très agité. En fait, il avait une démence, il était amputé des deux jambes, sauf que sa démence ne lui permettait pas de réaliser, de comprendre qu'il n'avait plus ses deux jambes. Donc du coup, il passait son temps à se lever. C'était ça son agitation, mais c'était à cause de l'anosognosie. C'était pas un déni de la maladie, c'était vraiment une anosognosie, c'est-à-dire que son cerveau ne lui permettait pas de saisir cette information-là. Donc c'est important aussi de connaître ça, parce qu'en psychiatrie, en fonction des moments de la maladie, en fonction de l'acuité des troubles, on peut être... Bien évidemment, ce qu'on espère, c'est la compréhension et l'acceptation et que le patient ne soit pas dans le déni. Mais on peut être quand même, on peut naviguer entre déni et anosognosie, notamment lors des épisodes aigus. Et c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est très certainement ce que les psychiatres devraient noter sur leur certificat pour les juges, parce que, en fait... Il défile tout seul. Alors attendez, parce que alors là, il est parti très très loin. Ah, vraiment. Ah oui, très loin. Il est à la fin de mon diaporama. Le logiciel est dans le déni complet. Vous avez vu ça, hein? Il s'emballe. Hop.
Voilà. Je ne sais pas comment faire pour que ça se passe mieux. Oui, c'est comme ça que je faisais marcher les appareils à électrocardiogramme en réanimation. Ce n'était pas tout à fait super. Alors, une fois qu'on a posé le cadre du terme de ce qu'est le déni, c'est vrai que, et vous l'évoquiez tout à l'heure, le déni, il y a des moments clés un petit peu où ça va être problématique. Enfin, en tout cas, ça va poser question. Vous évoquiez, l'un d'entre vous évoquait le diagnostic. Il y a le consentement aux soins, vous l'évoquiez aussi. J'ai fait un focus sur aussi l'acceptation des soins somatiques, parce qu'on peut avoir une maladie psychiatrique et puis être malade physiquement et c'est parfois compliqué d'accepter les choses. Et puis j'ai fait aussi au quotidien, parce qu'en fait au quotidien, le déni, ça s'exprime aussi pas obligatoirement de façon très bruyante. Donc par rapport au diagnostic. Alors, il faut savoir que la question du diagnostic, en fait, elle s'est vraiment posée de façon très très précise avec la loi du 4 mars 2002, qui est une loi tout à fait fondamentale puisqu'elle met en place les droits des patients et sur lesquels maintenant on ne peut plus travailler sans cette loi et sans cette référence à ce que sont les droits des patients. Il faut savoir quand même qu'elle s'ancre dans quelque chose qui est très particulier, où on considère le patient, quel qu'il soit, comme un sujet très autonome au sens moderne du terme, c'est-à-dire qu'il est capable de recevoir l'information de façon très très éclairée et puis de consentir donc du coup aux soins qu'on va lui proposer de façon tout à fait éclairée. Donc c'est important que ça soit inscrit dans la loi. Après, ça pose plein de problèmes, mais pas qu'en psychiatrie, parce que quand on est malade, et on l'a tous été pour soi-même un jour ou l'autre, on est quand même en position de vulnérabilité, et donc c'est pas si simple que ça, quand on est vulnérable, que l'on souffre, parce que généralement quand on est malade, on souffre, que recevoir une information en étant éclairé. Quand on a mal, c'est soulagez-moi, soulagez-moi. Enfin, c'est difficile de pouvoir... cette histoire d'information et d'autonomie du consentement, elle est quand même difficile à... Enfin, en tout cas, elle ne coule pas de source et elle nécessite de s'y arrêter un petit peu. Et donc, évidemment, ça vise un idéal, que moi je trouve très respectable, qui est le patient acteur de ses soins, rétabli. Alors, je dis idéal parce que c'est un petit peu vers ce en quoi on veut tous tendre. Pour certains patients, ça va réussir. Pour d'autres, on va arriver à un certain niveau. Le principal, c'est quand même d'avoir en ligne de mire que le patient soit le plus acteur possible, j'ai envie de dire de ses soins, mais pas uniquement, parce que c'est avant tout de sa vie, et puis qu'il soit dans quelque chose qui corresponde à son idée du rétablissement, qui n'est pas obligatoirement toujours celle que d'autres se font du rétablissement. C'est important de respecter aussi ce que le patient imagine d'un rétablissement. Alors, l'information sur la maladie mentale, elle reste encore plus complexe que dans les autres pathologies, dans les autres disciplines médicales, parce que la relation qu'on a aux troubles psychiatriques, elle est quand même plus complexe que la relation qu'on a aux troubles cardiaques. Le cœur, c'est fondamental, mais enfin, c'est quand même qu'une pompe. Ça ne donne pas lieu à des représentations diverses et variées au niveau de la société. Alors, un malade cardiaque, c'est quand même... pas un malade qui souffre de troubles psychiatriques. Et donc, du coup, cette relation à l'information sur la maladie psychiatrique, cette relation au diagnostic psychiatrique, elle est traversée par le rapport très singulier et intime que chaque patient a avec sa propre maladie, c'est-à-dire son ressenti, son vécu, sa façon justement de conceptualiser un petit peu ce qui lui arrive, le rapport ambivalent que les soignants ont avec la pathologie mentale, y compris en psychiatrie. On est aussi nous-mêmes porteurs de représentation de ces pathologies mentales, et puis ce qu'on en dit dans la société. Parce que voilà, le diagnostic par exemple de schizophrénie, c'est quand même vécu encore aujourd'hui comme quelque chose d'absolument dramatique. Et moi, j'ai quand même un jeune qui est tout à fait rétabli, ou en tout cas stabilisé, qui travaille dans le milieu de la recherche,
se croyant très inséré, a commencé à dire à une collègue qui était schizophrène, ça a été un raz-de-marée. J'ai cru qu'il allait se faire virer du laboratoire, ou alors en fait il se passerait rien de particulier, à part qu'il travaillait très bien. Donc vraiment, la représentation qu'on a de ce qu'est la schizophrénie, ça traverse le patient, ça traverse son entourage, ça traverse aussi les soignants. Hein, et donc c'est vrai que le rapport qu'on a avec l'information qui concerne les maladies psychiatriques, le rapport qu'on a par rapport au diagnostic, c'est aussi traversé par ça, et c'est compliqué. Alors, en italique, vous avez des propos qui ont été rapportés dans des groupes de travail éthique à Sainte-Anne, donc par rapport à l'annonce du diagnostic et par rapport au diagnostic en lui-même. Est-ce qu'on est schizophrène ou est-ce qu'on souffre de schizophrénie? Cette conception donc dépend en partie de la manière dont on parle avec le patient de ses troubles et l'usage que l'on fait du diagnostic. Donc ça, c'est un soignant qui rapportait ça dans un groupe. En effet, le diagnostic en psychiatrie, il va avoir un impact très très fort sur l'identité. Hein, et donc du coup, comment le patient va intégrer cette information. Il y a donc un enjeu éthique autour de ces effets identitaires. Et donc, pour certains, donner un diagnostic risque de réduire le patient à sa maladie, c'est-à-dire que du coup, il n'a plus d'existence propre. Il est la schizophrénie incarnée. Hein, et puis pour d'autres, et c'est quand même vers ça où ça chemine, ça permet quand même au patient d'appréhender sa maladie, le handicap ou en tout cas les difficultés qu'il peut avoir avec, et puis de comment aménager. Mais on n'annonce pas à un patient qui souffre de schizophrénie comme on annonce à quelqu'un qui s'est cassé la jambe et qu'avec un plâtre et 3 semaines d'immobilisation ou 6 semaines, parce que ça met un peu plus longtemps, ça va être réparé. Hein. C'est vrai que voilà, il faut vraiment avancer, cheminer avec le patient sur cette annonce du diagnostic. Alors, une information adaptée ne doit en aucun cas devancer la demande du patient. Il faut attendre qu'il soit dans le désir de recevoir une information sur sa pathologie et en mesure de l'entendre. Il faut prendre en considération le déni des troubles. Du jour où le patient reconnaît qu'il est malade, et cela peut prendre des années, l'information devient possible. Ça, c'est un propos de soignant. Je vous le cite comme ça. Hein, alors, il ne faut pas non plus... le droit à l'information, ça ne veut pas dire qu'on va dire au patient... Je vous donne une information scientifique, vous ne savez pas du tout à quoi ça correspond, c'est complètement désarticulé de ce que vous ressentez, de votre vécu de la maladie. En tout cas, il ne me semble pas, si le législateur avait cette idée-là, peut-être que nous, soignants et médecins, et vous, entourage, on peut humaniser un petit peu cette histoire d'annonce du diagnostic ou du diagnostic. Il faut quand même que cette annonce d'un diagnostic, encore une fois avec toutes les représentations qui s'y accrochent, soit liée à ce que le patient ressent, enfin ce que ça incarne pour lui. Autrement, ça ne va pas faire sens et du coup, il va y avoir un déni. Parce que si on annonce un truc et le patient ne s'y reconnaît pas, enfin, c'est clair, il ne peut pas. Déjà, c'est traumatisant, c'est une annonce de diagnostic de cet ordre-là. On y reviendra plus tard. Mais si on donne juste une information scientifique, ça ne fait que favoriser le déni. Donc, ça ne peut pas être juste la loi me dit, moi, médecin psychiatre, la loi me dit de dire votre diagnostic, monsieur, je vous ai vu 3 fois, donc je vous annonce que vous êtes schizophrène, ça y est. C'est juste pas possible. Donc, du coup, ça va pousser certains d'ailleurs à ne jamais donner de diagnostic, ce qui n'est pas non plus certainement la bonne solution. Alors, je vous laisse prendre connaissance du propos du professionnel. Donc, on est quand même sur donc un mouvement de balance entre des positions un peu extrêmes et puis à essayer de construire des solutions. Les diapos, vous les aurez, parce qu'on va les mettre en ligne. Excusez-moi, c'est pour ça qu'on est enregistré et que tout ça est... Et on essaie de construire pour chaque patient une solution un petit peu au milieu du gué, je dirais. La non-annonce du diagnostic, pour certains, c'est faire une action de bienveillance. Mais elle renvoie... Alors à la fois, ça peut être bienveillant parce qu'on peut essayer de temporiser par rapport à l'effraction du traumatisme de ce que c'est que ce diagnostic, mais d'un autre côté, elle
aussi fondée sur ce fameux tabou, hein, et cette fameuse difficulté ou cette représentation de ce qu'est la maladie psychiatrique. Et puis, donc, on en annonce d'un certain côté, mais on peut aussi quand même, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand même le diagnostic, ça peut servir à travailler avec le patient, tout ce qui est autonomie, hein, c'est-à-dire à essayer de conceptualiser avec lui ce que c'est que son handicap, ce qu'il a comme séquelles, ce qu'il a comme compétences, parce ce qu'il peut développer comme compétences malgré cette maladie, et comment on peut l'accompagner. Et puis le diagnostic, c'est aussi quelque chose de très important et qu'on voit de plus en plus s'implanter. C'est permettre aussi de s'affranchir aussi du discours des soignants. C'est aussi ce qui va faire que je suis schizophrène ou j'ai une maladie bipolaire, et je vais aller dans un groupe d'entraide mutuelle ou je vais aller dans une association avec d'autres patients qui souffrent de la même chose que moi. Et donc ça permet aussi de prendre cette distance qui est bien nécessaire aussi avec le tout sanitaire, parce que la réponse à une maladie chronique, elle n'est pas toute sanitaire. Et donc voilà, c'est vraiment une alliance de tous ces éléments-là, hein, pour un patient, qui vont permettre d'avancer et de faire en sorte que l'annonce du diagnostic sera possible. Donc il y a quand même deux logiques qui s'affrontent. Une logique communautariste, donc qui fait que maladie et troubles rendent très spécifique la vie des individus qui en sont atteints. Ça les différencie, ça les distingue. Et en même temps, ça les associe. Ça serait un petit peu comme dans... Alors, je suis dans un service qui s'occupe aussi de patients atteints de surdité et de troubles psychiatriques. C'est comme la communauté sourde. En fait, il y a une sorte d'identité et de communautarisme autour de la culture sourde. On pourrait imaginer que ça serait une sorte de communauté autour de la culture troubles psychiatriques, hein, à l'extrême, mais ça fait aussi un vase très clos, hein, parce que la communauté sourde, parfois, elle est très très fermée par rapport aux autres communautés. Puis il y a une logique universaliste où on dit que la maladie psychiatrique va être traitée comme une autre pathologie, que c'est pas un élément constitutif de l'identité, ça a des conséquences, mais voilà, c'est quelque chose qui ne doit pas, qui en contraire va avoir des incidences en discriminant et en étant ce qu'on connaît quand même comme facteur d'injustice et de discrimination, hein. Donc on est quand même, l'annonce du diagnostic, on est aussi dans cette double, dans ces deux choses-là. Alors, par rapport par rapport à l'annonce du diagnostic, tous ces éléments-là font que pour un même patient, je veux dire, on est obligé de construire quelque chose de spécifique et d'individualisé. C'est-à-dire qu'on doit tenir compte aujourd'hui que le patient, il a le droit de savoir ce qu'il a comme maladie et de quoi il souffre. Par contre, on a le droit aussi de ne pas le traumatiser. C'est-à-dire de ne pas lui asséner quelque chose dont la représentation est quand même compliquée. Et donc, il faut, en fonction du patient qu'on a en face de soi, pouvoir progressivement construire avec lui sa représentation de son diagnostic pour arriver au diagnostic et faire que ça lui serve. Ça ne sert strictement à rien d'avoir un diagnostic sur lequel, et puis de repartir avec dans sa poche. Donc il faut que ça puisse servir, hein. Donc vraiment, ça se construit avec le patient. Dans ma pratique clinique, alors je pas exemplaire, hein, mais voilà, ça se construit, encore une fois, c'est quelque chose qui se construit au quotidien et avec les patients. Avant de donner, je ne donne jamais un diagnostic, quel qu'il soit d'ailleurs. C'est pas plus pour les patients qui souffrent d'une schizophrénie, que les patients qui souffrent de bipolarité, de dépression, etc. Moi, j'interroge toujours le patient sur la façon dont il voit ses symptômes, sa maladie, et la façon dont ça se construit dans son esprit. Et après, en fonction de la façon dont ça se construit, de ce qu'il repère, de sa souffrance, parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé médecine, on me disait les psychotiques, ils comprennent pas, ils souffrent pas, et puis les névrosés, ils souffrent et ils comprennent ce qui leur arrive. En fait, tout le monde souffre en psychiatrie. Enfin, il n'y a pas de maladie psychiatrique sans souffrance, donc on peut toujours aborder au moins les choses du côté de la souffrance. Et donc on construit progressivement sa représentation de la maladie et on arrive au diagnostic. Donc ça peut prendre du temps, comme ça peut être assez rapide, ça dépend encore une fois des patients et des individus. Il faut savoir quand même que
le diagnostic psychiatrique en lui-même, il peut être vécu comme un traumatisme, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Et du coup, s'il est asséné comme ça, il y a quand même des patients qui, après, vont être absolument dans le déni de leur maladie et dans le déni du diagnostic. Ils vont nous dire, mais moi, on m'a dit que j'étais ça, mais c'est pas vrai. Quel que soit le diagnostic psychiatrique. Parce que ça mobilise des choses très traumatisantes, voire même ne jamais évoquer ce diagnostic-là. Hein, faire comme si, vous disiez tout à l'heure, faire comme si de rien n'était, donc tout va bien, tout va bien. Alors, le déni se pose aussi par rapport au consentement aux soins, puisque enfin, et en tout cas à l'adhésion aux soins, vous le disiez tout à l'heure, le déni, c'est en effet refuser ça peut être refusé en partie ou refuser son diagnostic, mais ça peut être aussi refuser ses soins et refuser de se soigner, hein, de la même façon. Donc, dans le cadre de la loi du 4 mars 2002, il y a quand même le nécessaire consentement du patient aux soins. C'est obligatoire pour l'ensemble des disciplines et l'ensemble des maladies. Il y a une seule dérogation à ce principe, c'est en psychiatrie. Donc ça nous place avec une discipline un peu à part des autres disciplines, puisque nous, on peut dire qu'on a certains patients qui ne vont pas être en état de consentir à leurs soins. Donc c'est très très encadré d'un point de vue légal et juridique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... On ne passe outre ce consentement aux soins que quand il y a un danger. Donc quand il y a une catastrophe, souvent les familles nous disent on attend la catastrophe. Bah oui, parce qu'autrement c'est pas recevable d'un point de vue juridique, c'est malheureux. Hein, c'est le danger, et au moment, c'est pas un danger supposé, c'est vraiment un danger là, maintenant. Hein, c'est pas sur des antécédents de danger non plus, c'est vraiment sur le danger actualisé. Et puis malgré tout, on essaiera, quoi qu'il arrive, de rechercher le consentement du patient en lui expliquant ce qui lui arrive et ce qu'on va lui faire. Notamment, on va l'emmener des urgences à l'hôpital psychiatrique, il va être hospitalisé en unité fermée, il va recevoir des médicaments sans qu'il soit vraiment d'accord, etc. Donc, on doit absolument énoncer tout cela et puis à chaque fois vérifier si le patient est d'accord ou pas d'accord, hein, même si malheureusement dans les phases aiguës, on va procéder au traitement sans son accord, mais c'est vraiment uniquement dans ce cadre-là, et quand il y a un danger, je pense qu'il faut vraiment avoir cette idée-là, et un danger lié à la maladie, lié à une souffrance du patient, hein, c'est pas quelque chose qui relèverait d'autres dispositifs que le dispositif de soins. Donc voilà ce à quoi nous avons affaire en psychiatrie. Donc la loi reconnaît quand même qu'en phase aiguë, c'est pas vraiment le déni, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a au moins la nosognosie. Mais enfin, la frontière, on bascule vite de l'un à l'autre en psychiatrie, en tout cas dans les phases aiguës, c'est de ça dont il s'agit. Alors, suivante. Alors du coup, c'est compliqué pour les équipes, parce que comment on fait dans la pratique avec un patient qui est en hospitalisation en soins sans consentement, qui est quand même un sujet de droit, parce qu'il est à la loi du 4 mars 2002, et puis il faut qu'on le soigne, et puis on sait très bien que c'est pas parce qu'on va le soigner 10 jours, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, sans son consentement que ça va arranger les choses, ça va arranger l'état aigu. Mais c'est vrai que pour le reste de son existence, en tout cas en tant que patient, dans le cadre des maladies chroniques, ça va être... il faut qu'on commence déjà à travailler avec lui justement sur la reconnaissance de sa maladie, sur l'acceptation des soins, etc. Donc c'est... comment on fait avec ce sort de paradoxe, en fait, que nous avons. Et donc, il faut savoir que c'est quand même un paradoxe quotidien pour les équipes de psychiatrie, hein, qui sont à la fois dans le devoir protéger les patients, devoir les soigner, tout en respectant et en accompagnant tout ce qui est information et consentement aux soins. Donc, voilà, donc là, vous voyez, les soignants, en tout cas, dans les ateliers éthiques, s'interrogent beaucoup sur ces limites-là.
Et puis on fait aussi souvent ce qu'on appelle, nous, le pari du sujet, c'est-à-dire que on est sur le fil. Alors là, il y a une petite vignette clinique, un patient mélancolique qui téléphone à son employeur pour démissionner, parce que de toute façon, il va mourir, c'est sûr. Et d'abord, il n'a plus d'organes, donc il va mourir. Et puis, dire à sa femme qu'il faut qu'elle le quitte, parce que de la même façon, il est la pire des choses qui soient au monde. Est-ce qu'on doit l'isoler, dans le sens de l'empêcher de téléphoner, de communiquer avec l'extérieur, de restreindre ses libertés, de restreindre ses droits? Comment l'informer sur le fait que lorsqu'il se croit mourant, c'est sa maladie mélancolique qui lui fait croire qu'il est mourant, alors qu'il en a la conviction sur le moment de l'aigu. Donc l'équipe, elle doit donner l'information tout en protégeant, parce qu'il est bien évident que le patient, on n'a pas envie qu'il démissionne de son travail, on n'a pas envie qu'il se sépare de sa femme. Après, ça peut arriver quand il va mieux, mais en tout cas pas au moment aigu. Donc c'est vraiment le sujet humain, dans sa dimension de fragilité due à la maladie psychiatrique, au moment aigu, qui n'est plus en capacité d'opérer des choix et qui n'est peut-être pas en état aussi d'accéder aux informations. Mais néanmoins, même à ce moment-là, et on le sait pour préparer l'avenir, il faut quand même pouvoir donner des éléments d'information qu'on distille un petit peu au quotidien auprès du patient. Tout ça pour préparer la continuité. Alors, le refus de soins somatique. On l'a traité à la plateforme éthique du centre hospitalier Sainte-Anne. C'était le premier thème qu'on a traité parce que ça nous paraissait capital dans le sens où les patients atteints de pathologies psychiatriques chroniques, notamment pour ce qui est évidemment des maladies schizophréniques et de la bipolarité, ont un accès aux soins somatiques très très compliqué en tout cas, et des espérances de vie diminuées d'autant. Donc il y a un énorme enjeu de ce côté-là. Et il y avait 2 vignettes cliniques. Une dame en épisode délirant aigu qui était au terme de sa grossesse, qui refusait d'accoucher. Et pour lequel le psychiatre était convoqué par le gynécologue, comme si on peut refuser d'accoucher, pour lequel le psychiatre avait été convoqué à titre d'expert par le gynécologue pour savoir s'il pouvait accoucher la dame ou pas. Avec tout un délire sur des virus, etc. Et puis le cas d'une patiente atteinte d'un cancer du sein et qui ne souhaitait pas se soigner pour son cancer. Donc à partir de là, de ces situations, on a réfléchi et on s'est dit c'est quoi le refus de soins, ou en tout cas le refus de soins somatiques qui peut être aussi un déni de la maladie, ou un déni de ce qui arrive, d'une perception. Typiquement, dire je refuse d'accoucher, quand même, elle était en travail, cette dame, donc c'est le déni des contractions, c'est le déni du fait que de toute façon, à terme, le bébé va sortir. Donc voilà, et puis pour la personne qui avait une maladie, le cancer du sein, c'était non, j'ai pas de cancer, je vais pas mourir. Enfin, ce qu'on peut trouver d'ailleurs en dehors de la pathologie psychiatrique. Ça peut arriver aussi chez des gens qui n'ont pas de pathologie psychiatrique de se dire j'ai pas de cancer. C'est une façon, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une façon de se défendre contre l'angoisse de mort qui surgit quand on a ce type de diagnostic. Et donc on s'est dit que par rapport aux patients souffrant de troubles psychiatriques, il y avait vraiment l'idée du moment où on intervenait et du moment où il y avait accès à ces soins somatiques au moment dans l'histoire du patient et dans l'histoire de sa maladie, ça c'est important. Et puis il y a vraiment quelque chose d'un équilibre à trouver entre les éléments objectifs, donc ça c'est souvent les médecins de somatique, c'est-à-dire le cancer il en est là, donc on a ça à faire, et puis il y a le pronostic, etc. Les éléments subjectifs, c'est toute cette vie psychique qu'on a chacun, notre rapport à notre corps, notre rapport
à une autre maladie chronique. Et puis les éléments médico-légaux, parce que par exemple un maman qui refuse d'accoucher et qui met en danger son bébé, il y a quand même des éléments de protection de l'enfant, c'est médico-légaux, hein, mais ça peut être aussi dans d'autres situations. Donc ils rentrent en ligne de compte, avec toujours dans la ligne de mire le pronostic vital à court ou à moyen terme, parce que pour tous les médecins, c'est ce qui va poser l'indication du soin, c'est le danger pour la personne en question, hein, et notamment le danger de mourir de ce qui est en train de se passer pour elle. On a aussi dit et redit, parce que c'est quelque chose qui est compliqué à faire passer auprès des collègues dans d'autres spécialités, la pathologie psychiatrique n'est pas à elle seule un argument de refus de soins somatiques. C'est-à-dire les patients qui souffrent de troubles psychiatriques, ils ne refusent pas obligatoirement les soins. Généralement, ce n'est pas qu'ils les refusent, c'est qu'ils n'y accèdent pas. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a une schizophrénie qu'on ne peut pas prendre de décision sur sa santé. Très souvent, moi, je suis appelée par des médecins, par des chirurgiens qui me disent « Ah là là, il souffre de schizophrénie, je ne sais pas si je vais pouvoir l'opérer parce que est-ce qu'il est capable de consentir ?» Un patient schizophrène stabilisé, il est capable de recevoir une information sur ce qui lui arrive et puis on est capable aussi de rediscuter et de donner son accord. Alors par contre, les patients qui souffrent de pathologies psychiatriques, ils mettent à rude épreuve les médecins, vous avez vu ce que je pense de mes collègues, les médecins somaticiens. Ils les obligent à beaucoup expliquer ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse. Quand on a une maladie chronique psychiatrique, l'angoisse, on connaît ça par cœur. Et quand on est atteint dans son corps, on est encore plus angoissé. Et donc, du coup, ils ne vont pas se satisfaire de 10 minutes de consultation rapide avec « je vous opère dans 15 jours et je vous fais ça et après, il y aura une... » Ils vont poser beaucoup de questions ou alors ils vont dire « moi, je ne veux pas être opéré » et ils vont partir en courant. Donc, c'est, je dirais, l'exercice de la médecine somatique avec des patients qui souffrent d'une maladie chronique, notamment psychiatrique, c'est un exercice d'exemplarité, d'information et d'accompagnement du patient. Et donc ça, c'est très très important. Et c'est là-dessus, les psychiatres et la plateforme éthique qui n'est pas composée que de psychiatres, on a beaucoup insisté sur cette nécessaire information et accompagnement. Le psychiatre ne doit être qu'un des participants, un des experts autour du patient. Souvent, on nous convoque quasiment comme l'expert des experts, c'est-à-dire qu'on est capable de dire celui-ci peut comprendre, celui-ci ne peut pas comprendre. Sauf que non, ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes le psychiatre traitant d'un patient. S'il y a quelque chose de grave qui se passe dans la vie somatique du patient, nous sommes un des intervenants, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à pied d'égalité avec l'oncologue, avec le radiothérapeute, par rapport à la prise en charge du patient. Ce n'est pas le psychiatre, nous ne sommes pas tout puissants, nous ne pouvons pas dire celui-ci peut comprendre, celui-ci peut avoir, celui-ci il ne comprendra rien, il faut le forcer. C'est absolument inhumain. On est souvent mis, il faut le savoir, dans cette position-là. Hein, ce n'est pas possible. D'abord, c'est nier la parole du patient, hein, et ça ne laisse aucune place à l'élaboration pour le patient de ce que c'est que cette maladie somatique qui lui arrive. Et puis, il y avait vraiment, quand on a discuté autour des soins somatiques, toute une discussion sur les protocoles. Il y a beaucoup de protocoles. On est dans une santé très, très protocolisée. Et là encore, on s'apercevait avec nos vignettes cliniques, mais aussi avec toutes nos discussions, qu'on ne pouvait pas protocoliser le refus et la réponse au refus de soins somatiques du patient atteint de maladie psychiatrique. Parce que c'est du cas par cas et que du coup, ce qu'on peut protocoliser, c'est juste de dire ce que je t'ai dit au-dessus, c'est-à-dire que le psychiatre, il fait partie de l'équipe médicale qui aide à prendre en charge et qui prend en charge le patient. Et puis, c'est pas parce qu'on a une maladie psychiatrique qu'on n'est pas capable de recevoir une information et de donner son consentement éclairé. En tout cas, on peut être accompagné dans ce sens-là. Ça peut prendre du temps, ça prend beaucoup plus de temps à nos collègues, mais il faut prendre ce temps-là. Donc, voilà, de ne pas perdre ça. Je pense que vous n'avez pas pris le bon diaporama. Bah, ma clé, elle est rangée. Mais il n'y en avait que deux, il y avait PDF. Ouais.
le bon diaporama. Alors, Là, il s'arrête. ou alors il y a eu un bug sur mon ordinateur. Je suis désolée. Là, les 3 dernières sont le bilan. Je vais les reprendre en PDF. Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Alors, par rapport... on va juste regarder si on pouvait descendre. Navigation, afficher, comment on passe en plein écran. Alors, attendez. Ça, c'est un PDF. Eh oui, regardez. Mmh. C'était pas le bon diaporama. Je me disais aussi, c'est bizarre, il y a des choses que j'aurais dû évoquer. Alors... C'est pas grave, je vais revenir du coup sur les diapositives que vous n'avez pas vues. Une fois qu'on a balayé tout ça, je voulais aussi faire un point sur ce que c'est que le déni et ce qu'on peut repérer comme les cognitions, en tout cas l'intelligence. Ça va dans la suite de ce qu'on a vu. Parce que quand on donne l'information, on fait appel et on mobilise les cognitions. Alors, il faut savoir que le déni, quand on voit sa définition, c'est un mécanisme de défense psychodynamique. Hein. Donc, le déni, il est plutôt du côté de l'affect. C'est-à-dire, quand il y a une menace sur l'intégrité physique ou psychique, on va essayer de se défendre contre l'angoisse et ça mobilise de l'affect, donc c'est du psychisme. Alors que par exemple, tout ce qui est information et ce qui a trait à la loi du 4 mars 2002, tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire l'information sur le diagnostic, l'information sur les soins, c'est quand même du côté de ce qu'on appelle la cognition, et ça s'inscrit dans des choses beaucoup plus... qui sont bien différentes, c'est les capacités intellectuelles, la langue, la formation, l'accès à la connaissance, et tout cet ensemble de choses. Et donc, on peut avoir des gens qui fonctionnent excessivement bien, qui sont très intelligents et qui dénient complètement leur pathologie, hein, parce que ça n'est pas lié à la cognition, alors qu'on a des gens qui sont issus, qui n'ont pas beaucoup de connaissances, qui parfois n'écrivent pas, qui sont issus de cultures différentes, mais parce que ils n'ont pas la même histoire, on va dire, hein, au niveau du psychisme et de leur psychodynamique, ils vont plus facilement accepter de comprendre leur maladie. Puis l'inverse est vrai. Enfin, voilà, tous les cas de figure sont possibles. En tout cas, ce n'est pas une question d'intelligence. C'est pas plus on est intelligent, plus on va comprendre. C'est pas plus on va avoir d'informations, plus on va comprendre sa maladie, parce que la maladie psychiatrique en tant que telle, c'est un traumatisme. Hein, donc c'est bien compliqué. On est dans le registre du psychisme et de l'affectif. Donc ça, je vous en ai... Alors, en médecine, donc ça, la nosonosie, alors dans les maladies chroniques, tout fait traumatisme quand même, et alors en particulier en psychiatrie, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure avec les représentations qui peuvent être liées à certains diagnostics, le surgissement de symptômes, c'est quand même un traumatisme. Quand d'un seul coup, vous avez l'impression qu'on parle de vous à la télé, c'est quand même très traumatisant. Quand d'un seul coup, vous êtes déprimé et que vous n'arrivez plus à faire face et que vous vous sentez en position de faiblesse complète, c'est absolument bouleversant. Hein. Donc l'irruption des symptômes dans la vie psychique et dans la vie quotidienne, c'est un traumatisme en tant que tel. La souffrance qui va avec, l'angoisse qui va avec, c'est un traumatisme. Quand c'est en plus quelque chose qui se passe dans la tête, donc c'est quand même l'intégrité, c'est un peu le siège... Enfin voilà, c'est le siège de nos cognitions, c'est le siège un peu de notre identité, c'est un peu le siège de notre âme, cette tête. Donc c'est quand même se dire, mais je débloque complètement, on le dit, j'ai pété les plombs. Enfin, c'est un traumatisme de se dire qu'on débloque, de reconnaître ça. Hein. En tout cas, de se percevoir comme ça. Et alors en plus, on a tous ces constructions-là, c'est-à-dire qu'on se dit, je deviens fou. Mais docteur, je ne peux pas être schizophrène, je ne suis pas fou. Hein, c'est des choses quand même qu'on entend... beaucoup. Donc c'est un traumatisme, il faut le savoir. Quand on met en place des soins, on l'a vu tout à l'heure avec le consentement aux soins, c'est quand même un traumatisme. Alors,
Évidemment, le très traumatisant, c'est quand on se retrouve à l'hôpital psychiatrique enfermé parce qu'on était dans un tel état d'aigu et de danger qu'on n'a pas pu faire autrement. Enfin, en tout cas, l'entourage et les médecins n'ont pas pu faire autrement. Mais ne serait-ce que de se dire, ben voilà, j'ai 20 ans et je vais devoir prendre des comprimés tous les jours, c'est un traumatisme. C'est une intrusion de prendre des médicaments tous les jours. C'est une intrusion de se dire qu'on va aller au groupe de remédiation cognitive, même si en fait c'est très positif, mais enfin, il faut pouvoir l'accepter. C'est un traumatisme de se dire qu'on ne va pas pouvoir avancer tout seul dans la vie avec des soins. Donc il faut enfin, je pense qu'il faut se le représenter. Hein, en tant qu'entourage, je pense que vous le représentez bien. Le diagnostic de la maladie, alors là je ne reviendrai pas dessus, mais enfin c'est quand même un traumatisme en tant que tel. En tout cas, s'il est dit de façon abrupte. Hein. Et puis, en plus, quand on dit c'est une maladie chronique, parce qu'en psychiatrie, il n'y a pas que il y a des maladies qui se traitent et qui ne sont pas chroniques, hein, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont chroniques et du coup qui ont un handicap. Vous imaginez, 22 ans, et on vous dit, ben voilà, vous avez une maladie chronique, et puis en plus, vous allez, on va faire ça vous handicape quand même, donc du coup... on va faire un aménagement de vos études pour que vous puissiez passer des examens avec des aménagements, ou alors on va vous orienter vers du milieu protégé pour le travail, ou alors vous allez continuer vos études, etc. C'est un traumatisme aussi de se dire qu'on a une maladie chronique qui peut être handicapante et invalidante. Donc tout ça, c'est du trauma. Donc l'essence même des maladies chroniques et encore plus des maladies chroniques psychiatriques, ça pousse au déni, il faut savoir. C'est quand même, ce ne sont que traumatisme sur traumatisme. Et tout ça, c'est un traumatisme pour le patient, mais c'est aussi un traumatisme pour son entourage. En tant que maman, en tant que papa, quand on voit son fils ou sa fille partir en vrille, il n'y a rien de plus traumatisant. Pour les frères et sœurs aussi. Et donc, il peut y avoir aussi des dénis au sein de la famille, parce que c'est trop horrible ce qui se passe. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut toucher le patient, mais aussi son entourage. Dans mon secteur et dans l'arrondissement où je travaille, on a une équipe mobile. Et on s'est dit, l'équipe mobile, c'est super, parce que ça va permettre l'accès aux soins. Et on s'est rendu compte, alors, tout le monde était très content qu'on mette en place ce genre de choses, et on s'est dit, on va travailler justement sur le déni. On a comme ça des jeunes, parce que c'est pour l'accès aux soins et aux diagnostics et aux prises en charge de jeunes, on s'est dit, on va essayer de faire des actions le plus précoces possible. Et une des premières situations qu'on a eues, c'était un jeune de 21 ans, dont la maman est venue nous parler de sa grande inquiétude. D'un seul coup, c'était très urgent, donc on la reçoit, on prend les choses. Et en fait, en détricotant avec elle l'histoire, et en voyant ce qui se passait, en rencontrant le jeune, c'était une histoire qui durait depuis les 14 ans du jeune. Et depuis les 14 ans du jeune, il était chez lui, avec un délire, parce que malheureusement c'était de schizophrénie dont il s'agissait. Et la maman, qui était une maman isolée, elle avait en fait construit tout un cocon autour d'eux, mais pour se protéger de cette effraction dramatique qui était la folie de son fils, enfin en tout cas le délire de son fils à ce moment-là. Et puis pour des raisons... de dynamique de cette famille et d'événements extérieurs, il y a un moment donné où ça a basculé, où elle n'a plus pu faire face toute seule. Il n'y avait pas d'urgence, hein, mais là, c'était plus possible pour elle. En fait, on n'était pas du tout dans l'accès précoce aux soins. Parce que 14 ans, 21 ans, on a perdu beaucoup de temps avec ce jeune. Hein. Et cette maman, elle a fait comme elle a pu, mais il y avait du déni du côté de la maman, comme il y avait du déni du côté du jeune homme. Évidemment, quand on l'a rencontré à 21 ans, c'était compliqué pour lui d'incarner. Ça a été un long travail que de saisir avec lui ce qui était maladif et ce qui était, après tout, faisait partie de sa vie. Je ne sais pas si je peux enlever la partie qui clignote. Je suis désolée. Voilà, donc ça, je voulais traiter tout à l'heure. Donc, vous prendrez ce diaporama-là, parce c'est le brouillon, en fait, hein, que vous avez. Alors, par rapport au diagnostic, ce que je vous disais, c'est important de ne pas énoncer un diagnostic scientifique, d'asséner une vérité scientifique à un patient. C'est vraiment l'annonce du diagnostic telle qu'elle est inscrite dans la loi. Il ne faut pas que ça se résolve à ça. C'est vraiment
un ravage que d'annoncer une vérité diagnostique comme une vérité scientifique. Et donc il faut vraiment qu'on accompagne ce diagnostic auprès de chaque patient. Et donc l'annonce d'un diagnostic, ça se construit patient par patient, famille par famille, et dans un cadre individualisé. On parle d'ailleurs de projet de soins individualisés, mais l'annonce du diagnostic, c'est pareil. Il faut qu'on puisse faire avec les représentations de chacun, avec l'histoire de chacun, pour cette annonce du diagnostic. Alors, tout ça, je vous en ai parlé. Alors, le déni dans la vie quotidienne. Au quotidien, en fait, le déni, c'est quelque chose qui peut être partiel, ça peut s'infiltrer un petit peu, ça peut passer à bas bruit. Hein. Donc, c'est faire sa vie comme si la maladie n'existait pas. Ça peut être pour des jeunes femmes débuter une grossesse comme si on n'avait pas de traitement, ce qui est quand même très problématique avec certains traitements. Ça peut être refuser des arrêts de travail, refuser les aménagements de poste, continuer à chercher du travail en se mettant en danger, hein, c'est-à-dire quand on finit par se griller auprès de tout son réseau parce qu'on ne va pas bien, ça peut être du déni aussi. Hein. Bien évidemment, ça peut être arrêter le traitement, mais au-delà d'arrêter le traitement, c'est surtout arrêter le suivi, hein, qui est parfois problématique. Et quand ça se passe au quotidien, c'est souvent insidieux, et c'est souvent ce que vous nous rapportez, vous, entourage, famille, proche, c'est que la personne ne se remet pas du tout en question, c'est-à-dire qu'elle est dans la certitude, c'est difficile d'accéder à lui, hein, et souvent ils impliquent un facteur extérieur. Non, mais j'ai pas eu le boulot parce qu'en fait j'ai bien vu, ils ont préféré, ils voulaient une femme, ou j'ai bien vu que ma tête leur revenait pas, sans même en effet saisir que quand on arrive très mal à un entretien ou pas tout à fait soigné, on ne va pas être retenu, hein, ou quand on tient des propos bizarres, on ne va pas être retenu sur le poste. Alors comment on fait pour accompagner le déni? Je dis bien accompagner. Il faut savoir que le déni, ça nous confronte tous. Le médecin psychiatre n'échappe pas. Les équipes psychiatriques n'échappent pas. Ça nous confronte tous à un grand sentiment d'impuissance. On est généralement très touché par le déni, enfin très touché, très déstabilisé en tout cas par le déni. Il faut bien vous dire que ça touche autant en effet les familles, les amis, le voisinage que le médecin de famille, le médecin généraliste, l'équipe psychiatrique, le spécialiste, mais aussi les équipes du médico-social, les équipes sociales, quand je dis la cité, la mairie, hein, les histoires de déni, on en a régulièrement dans les résas, le milieu professionnel. Donc vraiment, on est tous très embarrassés par ce déni, et ça peut provoquer des conduites de chacun assez contradictoires. Ça peut provoquer pour certains du rejet, de l'animosité, de l'exaspération, hein, y compris chez certains soignants ou certains accompagnants, notamment dans le médico-social, quand on s'est beaucoup investi auprès d'un patient, qu'on l'a beaucoup accompagné sur un projet et qu'en fait il est dans le déni, donc il met en échec certaines choses parce qu'il n'accepte plus les soins, ou en tout cas d'une manière imparfaite, etc. On peut avoir des attitudes que les psychanalystes appelaient contre-transfert, mais qui peuvent être violentes parce qu'on se sent réduit à voilà, ça a fonctionné, ça ne fonctionne plus, on n'arrive pas à faire aboutir un projet, hein, et cette impuissance, elle va chez les professionnels aussi, mais dans les familles aussi, hein, provoquer une réaction. On est rarement indifférent au déni, tout simplement parce qu'on est inquiet pour la personne. Alors, se confronter au déni, on le fait chacun en fonction de la représentation qu'on a de la maladie. C'est important. L'un d'entre vous disait, mais comment je peux parler de ça avec mon proche? Je crois qu'il faut pouvoir commencer aussi à parler, à échanger sur la façon qu'on se représente, le fait qu'on ne parle pas de certaines choses. Et moi, je conçois sa maladie comment, et pourquoi j'arrive pas à lui en parler, et toi, enfin, voilà. Hein, c'est aussi en fonction de la représentation qu'on a du patient, enfin du sujet, de son histoire, de son lien avec et du lien qu'on a avec le sujet malade. C'est clair qu'on n'est pas à la même place quand on est le papa, la maman, le psychiatre, le frère, la sœur. Hein, donc du coup ça rentre en ligne de compte. Ce qui est très important aussi, si on veut
se confronter au déni et tenter de l'accompagner, c'est se dire, pour moi, c'est quoi les représentations du bien-être? C'est quoi la représentation d'une vie de qualité? Et c'est quoi une représentation de la bonne santé? Parce qu'on a tous en tête des idées de ce que c'est, pour soi-même, mais aussi pour autrui. Et ça peut être absolument à côté de la plaque de la personne qu'on a en face de soi. De vouloir plaquer absolument que quelqu'un finisse des études alors qu'il est dans un fonctionnement où il a cette inscription nécessaire dans quelque chose qui est des études sans fin, mais qui lui donne un rôle social et qui il a avec la capacité de suivre, si ça, c'est son projet de vie, sa qualité de vie, est-ce qu'on a le droit de lui dire non, tu t'arrêtes et il faut que tu travailles, hein. En tout cas, c'est quoi la qualité de vie pour nous, pour lui, pour elle? C'est important. Et puis, quelle est notre place, celui qui s'interroge dans le dispositif? Est-ce qu'on est un entourage? Est-ce qu'on est un conjoint? Est-ce qu'on est un soignant? Est-ce qu'on est dans le social, dans le médico-social? En fonction de la place, on n'a pas tout à fait les mêmes réponses et pas non plus les mêmes outils à notre disposition. Alors, il n'y a absolument aucune réponse unique, et voire même elle est plus que multiple, hein, à comment on peut se confronter et accompagner le déni. C'est vraiment de l'aménagement, de la dentelle et du cheminement au cas par cas, avec le sujet qui souffre, mais aussi avec son entourage, parce que il faut inclure l'entourage dans cela. Par rapport au déni. Il y a plein d'outils, mais qui ne sont pas forcément soignants. J'évoquais tout à l'heure notamment les associations d'usagers. Ça peut être un des outils qui permettent de cheminer aussi vers un diagnostic, vers une prise en charge, hein. Ça peut être un GEM, ça peut être plein de choses qui ne sont pas obligatoirement à l'intérieur de l'outil hôpital. Et puis, ça, c'est un truc qui aujourd'hui est insupportable dans nos sociétés, mais c'est comme ça. Ça peut prendre du temps et souvent ça prend beaucoup de temps. Le temps psychique de chacun d'entre nous n'est absolument pas réglé par le temps de notre monde, du téléphone portable et de la rapidité des connexions Internet. Du coup, le déni, quel qu'il soit, ça prend du temps. Ne perdons pas de vue qu'au départ, le déni, c'est une défense contre quelque chose qui vient vraiment mettre en danger l'individu et une défense contre l'angoisse. Et donc, ça prend du temps d'apprivoiser ça pour pouvoir en faire autre chose qu'un traumatisme dangereux, hein, pour en faire quelque chose d'une réalité acceptable et sur laquelle on peut commencer à avancer. Et ça, ce temps-là, il est très individuel. Il n'y a pas de... Enfin voilà, chacun a besoin d'un temps différent. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus. Je suis désolée de ce couac au niveau du diaporama. Donc je n'ai pas de réponse fixe, mais après je pense qu'on peut débattre. J'ai pas de recette de cuisine par rapport au déni. Ça fait partie vraiment du quotidien, de la médecine en général et encore plus en psychiatrie. Ça fait partie certainement de votre quotidien, mais ça fait aussi partie, moi, de mon quotidien en tant que femme non médecin psychiatre, hein. Le déni, encore une fois, c'est quelque chose qu'on utilise psychiquement régulièrement tous dans notre existence. Et ça, je pense qu'il ne faut pas aussi le perdre de vue, parce que ça permet aussi de renouer le dialogue avec nos proches. Nous aussi, on est dans le déni parfois sur des choses qui ont trait à notre quotidien, à notre vie et à notre intégrité. Voilà. Maintenant, on peut débattre. Donc,